Mesdames, Messieurs, bonsoir. La troisième session ordinaire de l'année législative 2024 a pris fin au Parlement cette semaine. Au terme des 30 jours de travaux, les députés et sénateurs ont examiné et adopté 13 projets de loi, dont la loi de finances qui fixe le budget de l'État pour l'exercice 2025. Nous mettons à profit cette fin de session pour parler à scène de presse de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ce n'est pas un impôt nouveau, mais une simple obligation fiscale. Il faut déjà savoir que le fait de ne pas déclarer vos revenus peut entraîner des conséquences importantes, entre autres, l'impossibilité d'obtenir une attestation de conformité fiscale exigée pour de nombreuses opérations, notamment ceux qui voyagent. Il faut obtenir des visas pour des subventions publiques, des autorisations administratives ou pour exporter des biens. Dans un deuxième tableau, nous nous intéressons à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Une lutte engagée par le ministre de l'administration territoriale qui a été couronnée cette semaine par la suspension des activités de 5 ONG au Cameroun. Et pour en parler, la CRTV a fait venir autour de cette table Serge Désiré Bontsebe qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur de publication et rédacteur en chef d'Enjeux économiques. Ça n'a pas changé? Non, pas du tout. Merci beaucoup, Serge. En face de vous, François Mboké, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, directeur de publication de Diapason, ça se porte bien? Oui, ça se porte comme la CEMAC dans tous les cas. Vous avez de la matière avec le sommet qui est annoncé. À côté de moi, Laure Kemonye-Djoumessi, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes la présidente de l'Ordre des conseils fiscaux. Vous venez de Douala et c'est un honneur pour nous. Vous avez effectué le déplacement. Merci. Je termine par Adrien Toqué, directeur des études et des réformes à la Direction générale des impôts. Bonsoir. Bonsoir, c'est vrai. Vous allez dire merci à Monsieur le ministre des Finances qui vous a autorisé. Merci également à Monsieur le directeur général des impôts qui vous a permis d'être là pour nous parler de l'IRPP. À tous, merci d'avoir favorablement répondu à l'invitation de la CRTV. Avant d'aborder ces sujets, commençons par ce qui fait l'actualité cette fin de semaine. Il s'agit du sommet annoncé à Yaoundé ce lundi 16 décembre, sommet des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le quotidien Mutation voit en la tenue de cette rencontre sous un ciel gris, avec notamment un nouveau risque de dévaluation du franc CFA, les déséquilibres budgétaires et l'érosion des réserves de change des États. Le quotidien L'économie parle d'improbable dévaluation du franc CFA. Quelle est la lecture que vous faites dans vos rédactions, Serge Bontsebe, de cette actualité, de cette réunion d'urgence des chefs d'État de la CEMAC? Sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État, cela signifie qu'il y a une crise. Vous en avez parlé. On a des soucis d'ordre macroéconomique, les équilibres globaux. On a des soucis avec nos réserves d'échange. C'est important parce qu'il faut comprendre que pour des économies qui sont largement extraverties comme les nôtres, nous importons beaucoup. Nous importons de cure-dents, du papier, etc. Et pour importer tout cela, il faut des réserves. Il faut des réserves. Et lorsque ces réserves ne sont plus disponibles, nous ne pouvons pas importer, nous ne pouvons pas payer notre dette extérieure puisqu'elle est libellée en devises. La BEAC indique que nous sommes à 2,1 mois de réserve d'importation. Alors qu'on avait annoncé mois de septembre. Un peu plus de 4,5 mois. Ça veut dire que toutes les hypothèses sur lesquelles on a fait de la programmation dans la zone CEMAC n'ont pas fonctionné et il faut donc que les chefs d'État corrigent. Le sommet extraordinaire qui est annoncé demain intervient après celui de 2016 qui avait été organisé pratiquement dans les mêmes conditions. On parlait à cette époque déjà de possibilité de dévaluer le franc CFA. Je parle bien de possibilité, pas de probabilité, mais de possibilité. Et un certain nombre de mesures, 21 pour être plus précis, avaient été prises et confiées au programme de réforme économique et financière, le PREF-CEMAC. Donc, il était question que le PREF-CEMAC mette en œuvre ces mesures, rende compte aux chefs d'État régulièrement pour que tous ces risques s'éloignent définitivement de la zone. Sauf que ce n'est pas le cas.
puisque nous en sommes en 2024 à devoir réfléchir à comment éviter des ajustements d'ordre monétaire, un ajustement d'ordre monétaire et à faire avancer toutes ces réformes. Alors, Diapason a la même lecture, la présence des experts du FMI dans la salle pendant cette réunion, ça vous dit quelque chose? Ce qui est annoncé lundi, c'est une réunion qu'on peut appeler de routine, où on va voir la situation économique et financière des États de l'Afrique centrale. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ces derniers temps, mais beaucoup plus sur le plan managérial des États, parce que c'est la malgouvernance qui est plus blâmée ici que tout. J'entends beaucoup de choses autour de la dévaluation. Je pense que ce point sera demain à l'ordre du jour, parce que des chiffres que nous avons en notre possession font état de ce que l'inflation qui était en 2023 à 5,6 a beaucoup reculé cette année à 4,4 et puis va même reculer à 3,1 en 2025. Ça veut dire qu'il y a une sorte d'embellie qui est annoncée. Mais en même temps, vous parlez de gouvernance. Alors que l'inflation, on arrive à contenir l'inflation. Oui, mais ça, c'est simplement une affaire de gouvernance. Le FMI venait de faire le tour de tous les pays de la CEMAC. Quand vous regardez ce qui se passe, ce n'est pas parce que l'économie des pays est mal tenue ou alors se porte mal, mais c'est parce que ceux qui la gèrent, ceux qui sont censés la gérer, ne l'orientent pas dans des secteurs pour créer des richesses et donc entretenir un certain niveau des pays à pouvoir garantir le meilleur à leur population. On va revenir sur la profondeur de cette crise. Intégration, c'est un journal que vous connaissez très bien, la Tribune des communautés, titre dans sa une du 9 décembre, « La CEMAC réadmise aux urgences ». Le journal de Thierry Ndong écrit sur convocation des présidents Paul Biya du Cameroun et de Faustin Archange Touadéra de la RCA. Le sommet s'ouvre lundi et comme une équipe médicale au chevet d'un malade au pronostic vital très préoccupant, dirigeants et décideurs de la sous-région sont assistés par des experts venus de la Banque mondiale et du FMI. Vous avez compris ma question. Mais est-ce que nos économies, monsieur le directeur, madame la présidente, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Est-ce que nos économies sont aussi malades qu'on veut nous le faire croire? J'ai tendance à dire qu'on a une économie plutôt résiliente ici au Cameroun. C'est-à-dire qu'on a un pays qui parvient toujours à s'en sortir. Lorsqu'on croit que ça va mal, on parvient quand même à couvrir nos charges courantes. On n'a pas encore entendu que l'État camerounais n'a pas payé ses charges de fonctionnement direct, entendu par le salaire, par exemple, des fonctionnaires, entendu par le remboursement de sa dette. Donc, on est quand même résilient. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses encore à faire. C'est-à-dire qu'on devrait quand même repenser suffisamment notre regard sur la dépense publique, qui est encore mal gérée, je dois dire. Et je fais le lien avec le sommet, justement, de 2016, où il y avait à peu près 21 résolutions, me semble-t-il, qui avaient été prises pour éviter de se retrouver dans la même situation. Et maintenant, est-ce qu'on a réellement respecté les 21 résolutions? Je ne sais pas. Mais dans l'ensemble, dire qu'on a une économie catastrophique me semble un tout petit peu alarmiste. C'est-à-dire qu'on s'en sort, c'est très difficile, mais comparé aux pays de la sous-région, le Cameroun ne se porte peut-être pas bien, mais n'est pas à une situation plus grave que celle de ses voisins. Il y a un certain nombre de choses à faire et il faut maîtriser l'inflation notamment. Il faut, comme je disais tout à l'heure, maîtriser la dépense publique. Il faut être capable d'offrir des infrastructures dignes de ce nom aux personnes qui veulent investir pour justement améliorer notre économie. Mais dans l'ensemble, on a une économie résiliente parce que justement, on n'est pas complètement axé sur une rente. On a une économie qui est diversifiée, qui nous permet justement de tenir la barque autant qu'on peut. Alors, dans le domaine qui est le vôtre, les impôts, les taxes, etc., vu le regard que vous portez sur la situation en Afrique centrale, par exemple, est-ce qu'elle est de nature à nous faire peur? Tout à l'heure, Serge parlait des déséquilibres macroéconomiques. Donc, le grand ensemble, il y a des problèmes.
Merci beaucoup pour la question. En réalité, je pense que mes prédécesseurs l'ont dit, il faut remonter à 2016 pour retrouver un peu la trajectoire qui avait été retenue par les chefs d'État et considérer que par rapport à cette trajectoire-là, il y a eu plusieurs événements qui sont intervenus. Nous avons eu, nous ici au Cameroun et avec notamment le Tchad, cette crise avec Boko Haram, des crises de sécurité. Nord-Ouest, Sud-Ouest, nous avons eu la Covid-19 qui est intervenue en 2020 et qui, par rapport aux trajectoires économiques, a apporté quand même une inflexion dont il faut tenir compte avec immédiatement après l'inflation importée, les tarifs des frais de logistique qui sont montés et qui ne peuvent pas être sans impact sur nos économies. Et l'enchaînement immédiatement après avec la crise ukrainienne. Tout ceci fait que par rapport aux engagements pris en 2016, il y a sans doute des choses qui n'ont pas été suffisamment abouties. Et on doit également considérer le fait qu'on a des chefs d'État par rapport à ceux qui étaient là en 2016, qui ne sont plus là, il y a des nouveaux. Est-ce qu'ils sont également imprégnés de cette discipline qu'imposaient les engagements de 2016. Je pense que c'est tout ceci qui justifie que le FMI et sans doute les autres bailleurs de fonds ont insisté quand même pour que les pays se rasseyent, les pays de la CEMAC, qui ont donc en partage cette monnaie-là, pour s'assurer qu'il n'y a pas des trajectoires trop divergentes. Pour parler spécialement du cas de Cameroun, on peut dire que nous sommes... depuis cette époque-là, notre troisième programme économique, et que ce programme économique-là est suivi par le fonds. Vous assistez régulièrement aux missions d'évaluation, aux revues, qui toutes concluent que le programme est sur la trajectoire prescrite. Seulement, les autres pays de la CEMAC ne sont peut-être pas tous dans cette même dynamique-là. Et il est donc important qu'autour du Cameroun, ces pays soient réunis pour qu'on se remette tous encore à cette discipline-là, parce que sinon, il est possible que les trajectoires trop déviantes posent problème. Je pense que c'est davantage dans ce contexte-là qu'il faut voir les choses. Maintenant, il est évident que la psychose est quelque chose que les réseaux sociaux aiment bien et que parfois les journalistes relaient. Mais par rapport à la réalité et aux fondamentaux globalement des économies, il n'y a pas à craindre un mouvement monétaire quelconque. Je vais partager avec vous un avis technique. Dans la recherche documentaire que j'ai eu à faire, il y a des spécialistes, des universitaires qui pensent que la crise dont on parle aujourd'hui et qui sera certainement au centre du sommet de ce lundi, il y a le fait qu'il y a un faible niveau de rapatriement des recettes d'exportation des entreprises du secteur extractif. Pétrole, mine. Voilà, on est à 35%, loin de ce qu'on avait prévu. Il y a le Gabon qui, par anticipation, a effectué sur le marché local pour rembourser une dette libellée en dollars, contractée en 2015 et qui devait arriver à expiration en juin 2025. Alors, cette opération aurait contribué à réduire les réserves en devises communes aux États de la CEMAC. L'autre raison qui est évoquée, c'est que le projet de reprofilage de la dette du Congo, face aux tensions de trésorerie qui ne lui permettent plus de rembourser toutes les dettes à échéance, il y a donc ce reprofilage qui accroît la vulnérabilité du système financier. Ces avis comptent quand même, je pense. Ces avis comptent beaucoup plus. Mais je parlais tout à l'heure de la mauvaise gouvernance. Vous avez semblé me reprendre là-dessus, mais je vous dis que c'est de cela qu'il s'agit. Quand vous voyez de l'argent, on en a encore, des ressources, on en a, mais vous ne pouvez pas maintenir un niveau de vie en temps de crue comme en temps de sécheresse. Lorsque ça va bien, on peut engager un certain nombre de réformes, on peut quand même engager un certain nombre d'activités. Lorsque ça va mal, on joue la résilience. Vous parlez là de ces réserves de change. Ce texte est au niveau de la BEAC depuis longtemps. On a essayé de tout faire pour que l'argent, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi? C'est que ceux qui importent un certain nombre de produits au Cameroun ne rapatrient pas les fonds une fois que ces matières premières sont arrivées ailleurs. Il s'agit notamment de ceux qui sont dans les domaines du pétrole et dans les domaines des mines.
Vous savez qu'au niveau de la CEMAC, ce sont les principales matières premières que nous avons en exportation. Et il n'y a aucune pression qui est faite pour que ce rapatriement soit fait. Le gouverneur qui vient de partir, M. Abbas Mamad Toli, a été au four et au moulin pour que ce combat puisse avoir les premiers résultats que vous évoquez là tout à l'heure. Et pourtant, si ces réserves étaient rapatriées au Cameroun, on ne parlera même pas de pauvreté en zone CEMAC. Pourquoi le FMI et ses amis de la Banque mondiale et autres partenaires ne se mettent pas aux côtés de ces États pour accompagner la BEAC qui a ce programme depuis un certain nombre d'années pour demander à ses partenaires de rapatrier les fonds? Pourquoi on nous jette le spectre de la dévaluation alors même que les chiffres que vous avez là ne donnent même pas l'idée de cela? Alors, il faut regarder plus loin. Je vous disais tantôt également que le problème, c'est la malgouvernance de chez nous. Pourquoi nos présidents... J'espère que quand vous dites chez vous, ce n'est pas seulement le Cameroun, nous sommes au sein de la communauté. Le citoyen de la CEMAC, je ne parle pas ici en tant que Camerounais, je parle ici en tant que citoyen de la CEMAC. Cette appellation a été actée lorsqu'on a ouvert les vannes pour dire que nous avons une communauté désormais. On ne dit plus Camerounais, mais on dit je suis citoyen de la CEMAC, peut-être d'origine camerounaise. Qu'est-ce qui fait que nos chefs d'État qui vont se réunir demain ne donnent pas les pleins pouvoirs à la BEAC pour pouvoir accélérer cette activité de rapatriement de fonds? Parce que nous avons un combat inégal. La BEAC, il a peut-être les pleins pouvoirs pour essayer de mener cette activité, mais n'est pas soutenu par les gendarmes du FMI qui viennent tous les jours réclamer l'argent de leurs partenaires au Cameroun en zone CEMAC, mais qui ne font aucun effort pour que l'argent de la zone CEMAC qui se trouve à l'étranger soit rapatrié dans la CEMAC. Nous avons la problématique des produits pétroliers qui rendent la vie beaucoup plus chère. Et il y a un comité de politique monétaire de la BEAC qui s'est tenu en septembre dernier, qui a fait cette proposition en appel même des gouvernants pour essayer de faire raffiner le pétrole du Cameroun, si ce n'est pas au niveau du Nigeria, mais que ce soit même dans un pays de la sous-région. Cela réduirait de beaucoup le niveau de l'inflation. Pourquoi tout cela n'est pas fait? Peut-être que sur cette question-là, il faut peut-être être plus factuel. Hein. À la base, le problème du rapatriement n'est pas un conflit entre la BEAC et le FMI. Au contraire, hein, le FMI, dans les programmes que nous signons, tous ces pays-là, il y a un engagement qui est pris vis-à-vis du FMI de faire en sorte que nos États rapatrient et oblige d'ailleurs les compagnies pétrolières à rapatrier le produit des ventes de la manne pétrolière. Il se trouve simplement que pour le faire, il y a quand même à tenir compte de ce que un certain nombre de conventions... Ça dure déjà. ...avaient été signées avec quelques clauses qui ne sont pas toujours alignées par rapport à cet objectif-là. Et donc, il y a des travaux, des négociations à avoir avec l'ensemble des parties prenantes pour que cela soit possible. Je ne pense pas qu'il puisse être entendu que le FMI ne va pas dans ce sens. Au contraire, hein, vous pouvez lire les lettres d'intention du Premier ministre et même les mémorandats de politique, économie et financière. On s'engage dans ce sens, mais il y a parfois encore des résistances sur lesquelles il faut continuer à travailler. Je pense que c'est un sommet comme celui de demain s'inscrit forcément dans ce renforcement des capacités des États à bouger les lignes. Je pense qu'il faut intégrer ça. On va peut-être sortir de ce sujet puisque les chefs d'État vont certainement plancher sur ces différents aspects. Nous faisons des projections ici, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont dire. C'est peut-être anticipé pour nous et peut-être aussi dissiper les malentendus parce que quand on dit d'évaluation, c'est pour Mme Kemounié, c'est pour moi, tout le monde est à peur. Bon, heureusement, vous nous dites que ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Je voulais savoir, compte tenu de ce qui se profile à l'horizon, on peut quand même se poser la question comment consolider la stabilité macroéconomique de la zone CEMAC. Mme Kemounié disait tout à l'heure, l'économie camerounaise est résiliente. Mais il y a un seuil. Parce que nous fonctionnons au sein d'une communauté. Si ça se passe mal chez les voisins, certainement que nous aurons des répercussions sur nous. Comment consolider cette stabilité macroéconomique de la zone CEMAC? En procédant à une transformation structurelle de nos économies. Parce que
le problème fondamental, au-delà des raisons techniques qui ont été avancées, qui peuvent même être conjoncturelles, mais au plan structurel, le problème fondamental, c'est que nous n'avons pas assez de devises. Pourquoi nous n'avons pas assez de devises? Parce que nous exportons moins que ce que nous importons. Et nous importons beaucoup de ce que nous pouvons produire localement. Et nous ne produisons pas localement parce que nos économies ne sont pas construites, elles ne sont donc pas compétitives. Donc il faut commencer par régler, je prends le cas de l'alimentation. Nous dépendons de l'extérieur, pour ce qui concerne le Cameroun, pour un quart de sa consommation. Un pays comme le Cameroun, avec toutes ses dotations naturelles, qui aurait même pu être un grand exportateur net de denrées alimentaires. Donc si nous commençons déjà par assécher cette source, je prends seulement celle-là, mais on peut parler des ouvrages en bois, on peut parler de toutes sortes d'autres produits qu'on peut produire localement, sans avoir besoin de l'extérieur. Si on commence par transformer nos économies, c'est-à-dire continuer de doter nos économies d'infrastructures, en route, d'énergie, etc., de former, on va commencer à réduire le problème. Et c'est à l'origine du deuxième problème fondamental. Vous avez parlé de la situation du Congo qui n'arrive pas à payer sa dette. Et donc qui provoque une instabilité financière pour toute la sous-région. La plupart des pays de la sous-région, je ne parle pas du Cameroun, mais la plupart des pays de la CEMAC ont ce problème à des degrés différents, mais le problème fondamental, c'est celui de la capacité de rembourser la dette. Pourquoi? Parce que les recettes internes ordinaires des États sont faibles. Elles sont faites pourquoi? Parce que les économies, n'étant pas assez structurées, n'étant pas assez construites, ont laissé prospérer le secteur informel. Nos économies sont largement informalisées. Et qui dit l'informel, je parle sous le couvert du directeur du représentant de la DGI, qui dit secteur économie largement informalisée, dit sous-capacité à percevoir l'impôt, c'est-à-dire à financer le budget de l'État. Donc, on recourt à l'emprunt qu'on a du mal à rembourser. Donc, il est nécessaire qu'on poursuive, qu'on accélère les réformes, les politiques publiques qui ont été décidées pour transformer structurellement nos économies. Si on n'arrive pas à le faire, on aura des chocs, comme c'est le cas, intérieurs ou extérieurs, mais on aura toujours des chocs qui vont nous maintenir dans la situation de crise dans laquelle nous sommes depuis... Décembre 2016, décembre 2024, on a l'impression on tourne en rond un peu, parce qu'on revient sur les mêmes problématiques. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut arriver à stabiliser l'environnement macroéconomique dans la zone CEMAC? Si oui, par où passer? Et tout à l'heure, déjà, j'attirais l'attention sur cette grosse problématique qu'on a de discipline budgétaire, ce gros problème qu'on a de la maîtrise de la dépense publique. C'est-à-dire que quand je reviens sur un sujet simple, par exemple, qui est l'incitation aux investissements au Cameroun. Donc, on a une loi, par exemple, sur l'incitation à l'investissement qui existe, qui est là, qui fonctionne, mais qui, quand on analyse beaucoup mieux, on se rend compte que cette loi devrait être repensée parce qu'elle a accordé beaucoup, finalement, d'avantages aux entités. Et si on fait aujourd'hui le bilan de ce texte-là, on n'est pas certain qu'on a pu engranger suffisamment de retours en termes de recettes induites. Donc, et cette loi, je parle sous le contrôle de la DGI, cette loi certainement coûte très cher à l'État. Il y a beaucoup d'exonérations, d'incitations qui sont données sans être vraiment structurées et qui ont un coût pour l'État. Donc, il faudrait déjà repenser tout cela pour que l'État puisse diminuer un tout petit peu ce type de dépenses et puis diminuer tout simplement son train de vie. Parce qu'on est un pays, on a beau dire, on est quand même un pays pauvre. Et dans un pays pauvre, il y a des dépenses qui ne se font pas. Ou alors, si elles se font, elles doivent se faire avec une contrepartie certaine en termes de remontée de recettes et d'amélioration donc du train des conditions de vie de la population. Donc, moi, je mettrais plus le doigt sur ce problème-là, la problématique donc de la maîtrise du train de vie de l'État, des dépenses de l'État lui-même. François, il faut donner plus d'espace à la BERC, certainement. Oui, et vous le dites si bien, parce que lorsqu'il y a eu des problèmes au niveau de Paris, tout le monde se rappelle ce scandale, on s'est dit qu'il fallait une autre hiérarchie
au gouverneur de la BEAC pour pouvoir contrôler ces mouvements. On a pris un certain nombre de mesures qui ont abouti en 2010 à la forme de tous les instituts, de tous les organes de la CEMAC. Malheureusement, la CEMAC, à l'époque, la BEAC était aux urgences. La BEAC ayant été guérie, ses fonctionnaires sont restés et qui font aujourd'hui le même travail qu'ils font dans leur place au gouvernement. Et pourtant, voilà ceux qui travaillent avec les institutions financières internationales, c'est la rigueur totale, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas un lit d'amour. Nous sommes là pour résoudre un problème structurel, conjoncturel, c'est ce qui nous réunit. Malheureusement, nous avons aujourd'hui des fonctionnaires dans la CEMAC qui empêchent les organes de fonctionner parce qu'on les a mis au-dessus de la BEAC. Et quand je parle donc de mal-gouvernance, c'est que ceux qui nous gouvernent ne regardent pas les conséquences de ce que la mauvaise gouvernance peut avoir, pas seulement au niveau local, parce que c'est le local qui produit. Si nous prenons la gestion de la dette, regardez les efforts qui sont faits pour rembourser la dette extérieure. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la dette intérieure? Voilà le représentant directeur des impôts qui est ici. Les impôts convoquent tout le monde pour payer. Mais est-ce qu'on peut demander ce que les finances doivent aux opérateurs économiques? Je m'en voudrais de ne pas saisir la pêche qui m'est tendue par les trois autres panélistes pour dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, sur les questions d'incitation à l'investissement, la promotion globalement de notre économie et de sa transformation, la loi portant incitation à l'investissement privé de 2013 peut être critiquable par certains aspects, évidemment, mais au bilan, on peut se dire qu'après 10 ans quand même, le bilan est plus que satisfaisant. Nous sommes à 458 entreprises nouvelles créées dans différents secteurs. C'est 9 000 milliards d'investissements. C'est également 28 000 emplois. Et donc, par rapport à cela, on doit considérer qu'il y a quand même un appoint qui est apporté. Il y a des technologies nouvelles qui sont rapatriées pour la transformation de notre économie. Maintenant, est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on peut mieux cadrer certains secteurs pour qu'il n'y ait plus beaucoup de primo-investisseurs? Je pense que la réflexion est en cours sur la question, mais sur ce qui est de l'impact de ce dispositif d'accompagnement, on peut se satisfaire de ce qu'il a existé parce que le bilan est plus que satisfaisant. Nous ferons le même bilan de la promotion des investissements dans les zones économiquement sinistrées qui date de 2018. Nous sommes aujourd'hui à peu près 51 entreprises créées. C'est 165 milliards d'investissements et c'est 9 000 emplois créés. Donc tout ceci concourt à ce que, d'une manière ou d'une autre, les Camerounais aient plus d'espace pour s'employer. On peut considérer que on n'a pas encaissé toutes les recettes fiscales, mais le but des politiques publiques, et notamment dans du véhicule budgétaire, ce n'est pas simplement la mobilisation des ressources. On doit considérer également qu'il est du devoir de l'État de travailler à ce qu'il y ait plus d'emplois, il y ait plus d'entreprises, que effectivement dans le secteur informel soit réduit à sa plus simple expression. Et si nous n'avons pas ce type de véhicule, si nous n'avons pas de l'accompagnement, on peut repousser un certain nombre d'investissements dans notre pays. Donc je pense qu'il est important de le rappeler et de dire donc que malgré ce contexte, les recettes de la Direction générale des impôts sont on va dire, se portent bien dans le sens que les recettes ont été quasiment doublées entre 2014 et 2024. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 3 000 milliards de recettes. Nous étions en 2014 à 1 200 milliards. C'est le signe qu'en dépit de la dépense fiscale, comme on l'appelle, ça veut dire des dérogations qui sont accordées aux entreprises, nous continuons à travailler pour un élargissement de l'assiette qui ne pénalise pas l'activité économique. Et donc, de ce point de vue, on peut jouer sur les deux leviers, accompagner l'économie tout en garantissant une mobilisation de ressources satisfaisantes. Est-ce que cela suffit à payer la dette?
On est d'accord que sur la dette extérieure, tout se passe bien et Dieu seul sait qu'elle est importante. Sur la dette intérieure, il y a des appoints qui sont faits. Ils ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes, mais je pense que le gouvernement continue de faire d'énormes efforts pour y arriver. Et le budget qui vient d'être examiné à l'Assemblée, celui de 2025, porte bien de nouveaux instruments qui vont permettre de satisfaire une fois de plus cette dette intérieure-là qui est utile également pour faire tourner l'économie comme le DP Mbokela a indiqué. Merci beaucoup. Parlant de la fin des travaux, la session budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, il faut noter que le ministre des Finances s'est vu obligé de s'expliquer sur la baisse de la subvention du carburant en 2025. Nous allons regarder Louis-Paul Motazé. Beaucoup ont vu que le soutien, c'est-à-dire la subvention pour les produits pétroliers baisse. Ils en ont déduit que si elle baisse, c'est parce qu'on va augmenter le prix du carburant à la pompe. Mais c'est faux, c'est faux. Ça n'existe pas dans le projet. La subvention baisse parce que le prix sur le marché international baisse. Et c'est ça qui fait que lorsque le prix à l'international baisse, il vient rejoindre un peu le prix à la pompe ici. Mais à ce moment, on n'a plus besoin de soutien. Le soutien, c'est lorsque vous avez un prix international qui est élevé. Mais comme nous ne voulons pas impacter le pouvoir d'achat des citoyens, on n'augmente pas le prix à la pompe. Le ministre de l'administration territoriale a suspendu 5 organismes à but non lucratif et ONG cette semaine. Et selon le quotidien, c'est un journal, cette décision fait suite à une série de réunions de sensibilisation et de séminaires tenus depuis le 21 octobre. Le journal précise qu'en 2 ans, ces 5 organismes, les 5 suspendus, ont reçu à peu près 16 milliards de francs CFA, des montants cumulés non justifiés par rapport aux activités conduites sur le terrain. Alors, Serge, je commence par vous et François. Les faits pour lesquels le ministre de l'administration territoriale a décidé de suspendre ou d'interdire d'activité ces associations et ONG sont suffisamment graves et, à ce qui me concerne, me laissent songeur. Il s'agit d'accusations directes de financement illicite, de soupçons de blanchiment de capitaux, de soupçons de financement du terrorisme. Dans un pays comme le nôtre, qui a les chocs sécuritaires que l'on connaît dans la partie anglophone du pays, dans la partie septentrionale du pays, ce ne sont pas des sujets légers, ce ne sont pas des sujets de... Et donc, si le ministre de l'administration territoriale en est arrivé à ce niveau de sanction, c'est qu'il doit savoir de quoi il parle. Et maintenant, les associations et les ONG en question qui démentent cette information ont les voies de recours. Il y a les provisions légales, elles ont des voies de recours administratives pour contester la décision du ministre de l'administration territoriale. Donc, on va suivre cette actualité, mais j'indique simplement, à titre de rappel, que le Cameroun a été placé en juin 2023 sur la liste grise du GAFI, du groupe d'action financière internationale, qui est un tout petit peu l'organisme international dédié pour surveiller, en tout cas pour lutter contre le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux, etc. Parce que nous n'arrivions pas à respecter les engagements que nous avons pris en la matière. Nous avons été maintenus dans cette liste grise en juin de l'année dernière, en juin de cette année, juin 2024. Parce que les efforts entrepris par les pouvoirs publics, donc les autorités gouvernantes et l'administration, n'ont pas convaincu les experts internationaux. Donc, il est important que ce type d'informations, de rumeurs, de nouvelles ne viennent pas de notre pays. C'est extrêmement important parce que cela porte préjudice à la signature internationale du Cameroun, à la réputation du Cameroun. Nous parlions tout à l'heure des investissements. Parce que l'un des indicateurs de ce que l'économie va bien, c'est la progression des investissements directs étrangers. Or, les investisseurs internationaux ne viennent pas dans un pays
dans lequel on parle tous les jours de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de financement de prolifération des armes. Donc ce type de nouvelle est suffisamment grave. Pour ma part, je reste très circonspect, mais je préfère regarder tout cela, observer tout cela, en espérant que les faits qui sont reprochés à ces ONG et ces associations ne sont pas fondés. Alors, François, le cas qui a le plus défrayé la chronique, c'est le cas du REDAC, avec Maître Alice Com. Le jour écrit dans sa une du 9 décembre, je crois, Atangandji ouvre un nouveau front à Douala, tandis que le journal Info Matin parle de non-respect de la réglementation. Mutation indique que la suspension est liée à des financements illicites. Et Info à chaud s'interroge, est-ce que ce n'est pas un abus de pouvoir enfermant le REDAC? Oui, je pense que tous ont raison. Chacun selon son Comment angle. tous ont raison? Oui, chacun selon son angle. Pour revenir à cette situation, avec ma proximité avec les milieux financiers et économiques, je pense quand même que de telles accusations au Cameroun doivent porter des gants. Aujourd'hui, même même les opérateurs économiques camerounais, lorsque vous devez être payé à 1 milliard de francs, je pense que cela requiert beaucoup d'attention. On regarde qui est payé et qu'est-ce qu'il a fourni comme travail. Lorsque l'argent vient encore de l'étranger, il y a des tamis, il y a des regards qui sont sur... il y a beaucoup d'organismes qui regardent, qui a demandé des fonds, qui les lui a alloués et à quoi ça va servir. 16 milliards en 2 ans pour des ONG. Je ne peux pas mettre ma main au feu, mais je vous dirais que si ces ONG avaient la capacité de consommer 16 milliards en 2 ans, ça veut dire qu'on les aurait vus partout. On les aurait vus partout dans l'activité, c'est parce que nous savons, surtout celle que vous m'interpellez, savons dans quoi elle fait. On la voit tout le temps dans la défense des droits des personnes. François, vous voulez dire que l'État n'a pas les moyens de contrôler tout cela et que la déclaration qui a été faite est je redis au hasard? Qu'en attendant que... Parce que jusque-là, je pense qu'on est sur des soupçons. Mais j'ai entendu le ministre dire qu'il a les chiffres de la NIF. Bon, si demain des enquêtes sont menées au niveau de la NIF qui dit que nous n'avons pas ces chiffres, vous voyez à quel niveau on mettra l'État. À quel niveau, si les ONG, parce qu'il y a un cycle de la justice qui va s'ouvrir tout à l'heure, si les ONG en question ouvrent donc le bal de la justice et on interpelle donc la NIF qui est citée comme témoin de prouver comment on a pu donner des chiffres de 16 milliards aux membres du gouvernement de l'administration territoriale, vous voyez où on amène notre pays. Donc, il y a un certain nombre de choses. Il y a, même lorsqu'on veut lutter contre le terrorisme, on doit avoir en tête que l'image du Cameroun ne compte pas que sur une personne, pas sur une activité. Parce que, mon jeune confrère l'a rappelé tout à l'heure, la signature du Cameroun est déjà mauvaise. Oui, on a quand même vu un fait peut-être anodin, mais un fait qui nous parle. Vous parle, surtout vous qui venez des FIS, parce que vous avez l'habitude d'apposer les scellés sur les gens qui ne payent pas les impôts. Mais on a vu quand même à Douala, un citoyen enlever les scellés déposés par une administration. Je voudrais avoir votre lecture de ce fait qui ne dit pas grand-chose, mais qui est quand même nous renvoie à une image pas très bonne. Oui, je pense que c'est des images que nous n'aimerons pas voir plus souvent dans notre paysage. Et effectivement, cette actualité pose 2 problématiques au plan fiscal. La première, c'est d'abord le fait qu'en 2022, le législateur avait opportunément pensé à la fiscalisation des activités des organismes à but non lucratif. Tout à fait. À l'époque, ça avait suscité des tollés, les uns et les autres faisant davantage référence aux tontines, alors même qu'on avait effectivement autour de nous un certain nombre d'organismes qui manipulaient des ressources parfois importantes sans que leur régime fiscal soit clarifié. Je pense qu'une affaire comme celle-ci, avec donc, si nous en tenons aux déclarations du ministre, des signalements de la NIF, c'est la preuve qu'il y a effectivement eu du nez à s'intéresser à ces organismes-là. Et de toute façon,
Comme vous l'avez dit, la lumière sera faite et n'ayez aucun doute que les conséquences en seront tirées. Par contre, l'autre versant de l'affaire, c'est effectivement le fait que les scellés ont été brisés. Et nous, au plan de l'administration de l'impôt, on a quelquefois, et nous devons nous réjouir que ce ne soit que dans des cas exceptionnels, des contribuables qui s'autorisent, parce que peut-être ils n'ont pas bien apprécié la situation, à briser des scellés. C'est un risque important qu'ils prennent. Dans le dialogue que nous avons régulièrement avec eux, on essaye d'insister sur le fait que dans une société, on ne se rend pas justice soi-même. Je pense qu'il y a des canons pour faire entendre raison et pour faire valoir ses droits. Et je pense que de ce point de vue, ceux qui pensent avoir été victimes d'une injustice ont toutes les voies de recours qui leur sont ouvertes. Plutôt que d'aller à défier l'autorité de l'État, l'État, il est fort pour l'ensemble des citoyens. Personne n'a intérêt, hein, tout le monde est un peu bassiné chaque jour des nouvelles qui viennent de Haïti, un pays failli où il n'y a plus d'État. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé dans d'autres pays. Voilà, donc, défier l'État, vouloir fragiliser l'État, c'est fait toujours au détriment de l'ensemble. On a besoin d'avoir un État parce que seul l'État peut protéger, seul l'État a le monopole de la force. Et donc, il faut que les uns et les autres gardent cela à l'esprit. Il peut y avoir des situations qui ne soient pas toujours évidentes à assumer, mais on doit rester légaliste dans tous les cas. Du point de vue des conseils fiscaux? En fait, moi, ce que je dirais, c'est que ce n'est pas une situation inédite. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des scellés comme ça, en fait, tout part d'une procédure initiale. On va supposer qu'il y a eu une enquête préalable. On va supposer qu'il y a eu un contrôle. On va supposer que l'entreprise ces ONG, elles ont dû probablement apporter des éléments de réponse. On va supposer qu'il y a eu une incompréhension entre ce qu'ont dit ces ONG et les verbalisateurs qui a donc entraîné donc ces scellés-là. Et quand je dis que c'était inédit, parce que donc, dans le monde fiscal, on a des situations parallèles. C'est-à-dire que vous avez un contrôle fiscal qui part d'une enquête préalable et dans le cas de la procédure du contrôle fiscal, vous vous défendez et vous pouvez ne pas avoir été écouté et entendu. On vous redresse, vous continuez à vous défendre, on bloque vos comptes, on vous scelle. Donc, il n'y a réellement pas quelque chose de nouveau, si ce n'est que le sujet dont on parle est un sujet quand même grave. Quand on parle de blanchiment de capitaux, c'est un sujet grave. Maintenant, je préfère encore dire qu'il y a probablement des voies de recours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le sort de ces ONG-là est complètement scellé par ces scellés-là, entre guillemets. Donc, elles vont se défendre probablement. Et j'ai bon espoir qu'elles donneront peut-être des explications qui permettront peut-être de lever à terme ce soupçon qui pèse sur elles. Maintenant, l'attitude de la levée des scellés, elle est faite par quand même une avocate qui a pignon sur rue, qui connaît ses droits. Alors. Et je pense que si elle l'a fait, elle a certainement dû se renseigner sur les risques qu'elle encourt. Et donc, j'ai du mal à juger réellement l'acte qui est posé. Peut-être à un moment donné, il faut peut-être des personnes comme ça pour pousser peut-être l'État lui-même à se remettre en question. Parce que est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Et l'avenir nous dira. C'est-à-dire que si, à la fin de tout cela, il s'avère que ce qui est reproché à ces ONG n'est pas réel, qu'est-ce qu'on va dire de ces scellés-là? Donc aujourd'hui, on n'a pas le contenu profond de ce dossier-là pour donner une opinion, mais de ce que l'habitude que nous on a, c'est il y a un contrôle, il y a des points de vue divergents, et à la fin de l'année, il y a l'État qui a sa puissance, ses prérogatives de puissance publique qui peut vous sceller. C'est ce qui a été fait. Donc maintenant, il y a également des procédures qui permettent à un moment donné d'aller jusqu'au bout et de voir si on avait raison de le faire ou pas. Donc, je dirais, il faudrait voir l'issue de la procédure pour pouvoir dire si on est vraiment dans une infraction grave dont on parlait. Okay. Je vais vous inviter à partager une actualité qui s'est passée hors de Yaoundé. Ça se passait à Washington, D.C., à l'image de la All Bamileke Convention et d'autres entités. Le groupe ethnique Ekan, le groupe Fambeti d'Amérique, s'est réuni pour un congrès et quelques participants à cette rencontre annuelle fondée sur la renaissance de l'unité tirent les leçons de l'ensemble des échanges.
Depuis 1 an, nous sommes en train de travailler sur ce projet. Et c'est un projet qui est né du premier CECA que nous avons eu, où nous avons constaté qu'aux États-Unis et partout dans les Amériques du Nord, nous avons des frères qui sont au Mexique, ceux qui sont au Canada et aux États-Unis. Il est très difficile de se rencontrer et nous avons certainement l'avantage de vivre dans un monde où nous avons accès aux multimédias. Mais on s'est dit que la meilleure façon de se retrouver était toujours, et c'est certainement de mettre sur place cette maison dont on appelle un DECAN. Il fallait vraiment préparer ce deuxième congrès qui est là pour faire asseoir la fédération qui est née en décembre 2023 à Houston. Nous sommes fiers du parcours que nous avons eu jusque-là et nous allons continuer à travailler pour mettre vraiment sur pied cette fédération. Je suis effectivement Ngumba de Bidjoka et pour la petite histoire me concernant également, ma mère est Ekan. Donc c'est à juste titre que je viens. C'est une très bonne expérience de voir un peuple qui est en train de se regrouper pour des objectifs de développement meilleurs. Mon épouse et moi, nous sommes satisfaits d'avoir participé comme ça à cette soirée des écans. Cela participe même du vivre ensemble prôné par le président de la République et mis en œuvre par tous les Camerounais. Il est à noter que mon épouse est l'écan et moi je suis de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble dans sa pratique au quotidien. Et nous sommes très honorés et très fiers de venir soutenir nos frères écans. Le Cameroun est un et indivisible et c'est ce que nous prenons au quotidien. Le cap est fixé, c'est-à-dire s'unir, former une fédération associative qui va impulser, n'est-ce pas, le développement. Je sors de Cleveland, Ohio, et j'ai entendu l'appel des ancêtres qui est un cool écan et je me suis levée. Et je suis un membre très actif dans la communauté écan. Ce congrès symbolise la réussite, symbolise la matérialisation d'un vœu, d'un rêve. Le rêve de voir d'abord la communauté écan unie, solidaire. Le rêve de voir une communauté écan qui se fixe des objectifs et qui les atteint. Moi, je demande donc à tous les frères de se mettre ensemble. Vous savez, le Cameroun a besoin de cette union, le Cameroun a besoin de cet amour. Parlant du Code général des impôts, le journal L'Actualité fait savoir que les populations s'inquiètent du niveau de vie en 2025, avec l'introduction de nouvelles mesures fiscales, notamment, selon ce journal, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le journal continue en signalant que cette taxe mise en place récemment a surpris de nombreux Camerounais non préparés à la déclaration de l'IRPP. Je rappelle tout de même que ce n'est pas un nouvel impôt, il s'agit d'une obligation fiscale. Monsieur le directeur, pourquoi cette déclaration ? Merci beaucoup, Séverin. On doit dire effectivement qu'il ne s'agit pas d'un impôt nouveau. Il ne s'agit pas non plus d'une obligation totalement nouvelle. Jusqu'en 2003, on peut se souvenir qu'il y avait cette obligation pour les particuliers d'avoir à faire une déclaration annuelle. Mais à l'époque, cela correspondait au régime fiscal des particuliers parce qu'il y avait 2 niveaux d'imposition. Un niveau, premier niveau qu'en fiscalité on appelle cédulaire, ça veut dire par catégorie de revenus. Et il y avait un deuxième niveau qui était une imposition sur le revenu global, que nous appelions surtaxe progressive. Tout ceci a été simplifié à partir de 2004 avec donc seulement l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais en gardant les différentes catégories. À cette époque-là, le législateur a pensé que ceux qui n'avaient pas un revenu autre qu'un revenu qui a déjà été l'objet d'une retenue à la source en matière d'impôt, n'étaient plus forcément dans l'obligation de déclarer. C'était désormais donc facultatif. Mais ceux qui avaient des revenus autres que les revenus qui ont donné lieu à une retenue ou à un paiement préalable devaient faire la déclaration. Pour l'administration, cela apportait
la facilité qu'il n'y avait plus une grosse paperasse. Vous vous souvenez de toute cette liasse-là qu'il fallait gérer. C'était beaucoup de papier. Simplement, les impressions de l'ensemble de ces formulaires-là coûtaient à peu près 4 milliards à l'État chaque année. Donc, il a fallu aller vers quelque chose de plus simple. Sauf que, rendu 20 ans après, on peut se dire que les moyens de la digitalisation ont fait en sorte qu'on peut refaire le chemin de demander la déclaration sans plus qu'il y ait des coûts formidables à mettre en jeu. Donc, nous avons désormais une logistique qui reste à parfaire. Sauf que on en reparlera. Vous êtes d'accord avec moi que depuis le début du mois de décembre, peut-être la fin du mois de novembre, la plateforme a créé beaucoup de problèmes. L'accès à cette plateforme, 20 ans après, ça pose quand même un problème. Oui, effectivement, je dois dire que l'administration, le ministre des Finances, vous le savez, a à 2 reprises, donc finalement 3 fois, repoussé les délais. Le premier délai, c'était le 30 juin. Là, il a été repoussé au 1er septembre, puis il a été repoussé au 1er décembre. Et par la suite, il y a eu un aménagement qui allait jusqu'au 9. Pour dire effectivement que les déclarations, quand elles sont faites par un volume important d'internautes, avec donc des pics à des dates d'échéance, il y a forcément, si le système n'est pas capacité pour le faire. Un engorgement. Quelques engorgements. Mais il n'y a rien là d'alarmant. Je peux rappeler que même dans les pays développés, on se souvient de l'Obamacare qui, pendant 3 mois, occasionnait des bugs pas possibles aux États-Unis. Mais c'est l'occasion d'apporter les régulations nécessaires pour que le système soit en capacité d'absorber ça. Mais on doit surtout dire que cette opération apporte la preuve de ce que les Camerounais sont légalistes, parce que la participation et le respect de cette obligation, parfois certains y ont passé des nuits entières pour essayer de déclarer, est quand même pour les autorités une source d'espoir de ce que, effectivement, payer l'impôt peut se faire avec engouement. Et donc, nous sommes aujourd'hui à peu près 1 million de 1,50 million déclarations de souscrites. L'ambition, c'était pour la première année de faire 1 million 100, 1 million 200, dont nous sommes très près de cet objectif-là. On avait un volume de recettes attendu d'à peu près 15 milliards pour la première année. Nous sommes à 13 milliards et demi. Là aussi, on peut dire que c'est une satisfaction. Maintenant, on a retenu les leçons de cette campagne. On travaille donc à recalibrer nos capacités pour qu'on soit l'année prochaine encore meilleur que ce qu'on a été cette année. On envisage, dans la mesure du possible, d'aider même les contribuables à pré-déclarés en leur servant leur déclaration sur la base des informations dont nous disposons déjà, y compris celles qui ont été envoyées cette année dans le cadre de la déclaration. Donc, cela permettra de travailler avec un rythme qui garantisse qu'on élimine les possibilités importantes d'engorgement. Les explications données par la DGI... Je vais juste je vais rajouter des éléments parce que, au-delà de cela, c'est vrai qu'il par le passé, il y avait une déclaration... Diapépi exé, comme il a dit. Mais en fait, il faut reconnaître également que le dessein aussi de cette opération, c'est une meilleure maîtrise de la population fiscale. Ne nous cachons pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui n'étaient peut-être pas connus de l'administration fiscale qui le seront maintenant avec cette déclaration d'IRPP. C'est également un regain donc, de civisme fiscal parce que quelque part, le fait de ne pas déclarer vous donne l'impression que vous n'avez pas à déclarer. Donc, quelque part, cette opération aussi contraint les Camerounais à se rappeler qu'il y a un civisme fiscal. Mais en fait, le problème réel que tout cela pose, c'est la rapidité du système. C'est-à-dire que vous étiez là pendant 10 ans, vous ne déclariez jamais, vous n'étiez même pas au courant que ça existait. Sachant qu'il y a deux types de populations. C'est pour ça qu'il y a une opinion qui pense que les Camerounais n'ont pas été suffisamment préparés, peut-être. Je vais y venir. Vous avez une population qui est instruite et celle qui ne l'est pas. Donc, celle qui est instruite va peut-être un peu entendre, mais celle qui ne l'est pas est complètement perdue. Parce qu'en fait, on aurait dû préparer les Camerounais au départ à la définition même de l'impôt. Parce que les gens ne savent même pas pourquoi ils payent. On paye pourquoi, quel est le rapport entre ce que je paye et ma vie au quotidien. Donc, il y a un problème de fond. C'est-à-dire qu'au-delà de dire que les Camerounais sont effectivement très légalistes, il faut surtout s'assurer que les gens payent parce qu'ils ont vraiment compris à quoi ça sert de payer. Donc, il y a ce sujet de redevabilité. Il y a un sujet de redevabilité dans ce pays. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens voient le rapport qu'il y a entre ce qu'on leur demande de payer
et l'amélioration de leur quotidien. Il faut que les gens comprennent que lorsque je suis à l'hôpital et que j'ai un beau plateau technique, c'est parce que j'ai payé mes impôts. Lorsqu'il y a des écoles dignes de ce nom, c'est parce que j'ai payé mes impôts. Lorsqu'il y a la sécurité, c'est parce que j'ai payé mes impôts. Lorsque je roule sur des routes bien bitumées, c'est parce que j'ai payé mes impôts. Donc, il est important, avant de parler de l'IRPP lui-même, de s'assurer que le concept de la redevabilité aussi est bien maîtrisé du point de vue de l'État. Parce que l'État se doit de rendre des comptes. Et quand l'État rendra des comptes, on aura des Camerounais qui seront légalistes, c'est vrai, mais surtout, même contents d'appliquer la loi. Parce que moi, pour l'instant, j'ai plus l'impression que les gens ont déclaré, pas parce qu'ils respectaient la loi, mais parce qu'ils avaient peur d'un certain nombre de choses. Quand vous dites à quelqu'un qu'il ne va pas avoir son visa, les grands voyageurs, ils ont peur. Donc, ils vont déclarer parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils auront leur attestation de conformité fiscale qui leur permettra d'avoir le visa. Quand vous dites à quelqu'un qu'il ne pourra pas avoir sa fourniture d'eau et d'électricité parce qu'il n'a pas déclaré, mais cette personne va avoir peur, elle va plus payer. Quand une personne veut ouvrir son compte bancaire, vous dites que parce qu'elle n'aura pas un ACF, elle va déclarer. Donc, l'engouement était plus lié à une espèce de peur, là, de se dire que je n'ai pas envie que mon quotidien soit affecté par la non-déclaration. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire que les gens payent parce qu'ils ont compris qu'en tant que citoyen, c'est un devoir citoyen, le civisme fiscal. Et là, on aura peut-être encore, on va passer certainement la ligne des 1 milliard, on passera à 2 milliards parce qu'on aura enfin des gens vraiment éduqués à l'impôt. Parce qu'on est peut-être allé trop vite. C'est-à-dire qu'il faudrait commencer par l'éducation du Camerounais, lui expliquer que quand tu payes, c'est parce que tu reçois quelque chose de l'État et parce que tu peux être plus exigeant. Et l'État, parce que je t'ai offert ce que tu veux, je peux t'en demander plus. Donc tout ça, il y a un lien qui doit être absolument fait. Ouais. Okay. Oui, Serge. Moi, je suis très heureux d'écouter la présidente sur cette question parce que, d'ailleurs, du point de vue éditorial, nous, Enjeux économiques, on a salué cette initiative parce que nous parlons depuis un certain moment d'équilibre budgétaire de l'État. Il faut que l'État ait des ressources, beaucoup plus de ressources pour financer le développement. Les besoins en la matière sont particulièrement importants. Mais après, et d'ailleurs sur la question, il y avait aussi un souci d'équité. Parce que certains acquittaient déjà cet impôt. Donc il faut l'étendre à tout le monde. Parce que les biens publics, les services publics sont disponibles pour tout le monde. Pour avoir une idée de l'ordre de grandeur au Cameroun, nous étions jusqu'à l'année dernière à un peu plus de 6% de contribution de l'IRPP. 7%. 7% donc, 7% par là, de contribution de l'IRPP aux recettes fiscales internes. La moyenne des pays, on a fait un benchmarking sur une trentaine de pays africains, ils sont à 17% de moyenne et l'OCDE à 24% de moyenne. Donc vraiment, il y a une niche, il y a à faire dans le sillon. Mais pourquoi nous avons ce rapport? Moi, j'écoute l'enthousiasme du directeur, mais nous avons un rapport difficile à l'impôt. Pourquoi? C'est à l'origine de la taille importante du secteur informel. C'est que le citoyen n'a pas le sentiment que l'État s'occupe de lui. Tout à fait. Le citoyen a le sentiment que l'État utilise les ressources publiques pour lui. C'est-à-dire pour ses besoins à lui, l'État, mais pas pour les besoins du citoyen. Donc le vrai sujet, comme le dit la présidente, c'est que va-t-on faire? Que fait-on des ressources publiques? Que fait-on de ces ressources? Il faut renforcer les exigences en matière de qualité de service public rendu aux usagers, en matière d'efficacité socio-économique dans la transformation du quotidien, dans la transformation de l'environnement, de la vie ordinaire des Camerounais, les routes, etc., etc., etc. Et il faut une exigence en matière d'efficience de la gestion. Il ne faut pas que ces ressources additionnelles, comme les précédentes, soient dilapidées, soient gérées en tout cas mal géré, ce que l'aîné François appelle malgouvernance. Il ne faut pas qu'elle soit... Parce que ça va déboucher sur un contentieux social, ça va déboucher sur une fragilisation, si vous voulez, du consensus social qu'il y a au Cameroun. Ça va déboucher sur ça. Le secteur informel était un tout petit peu un moyen de régler ce contentieux. À partir du moment où l'État veut réduire ce secteur informel, c'est-à-dire arriver à prélever plus de ressources sur la population, il faut que cet État lui-même fasse beaucoup d'efforts
pour que le citoyen s'acquitte de ses obligations fiscales avec le sourire. François? Oui, j'espère que vous ne m'arrêterez plus pour dire que... Simplement, vous respectez le temps de parole des autres. Oui, je l'ai noté, 3 minutes. Pour dire que qui va aller Ce loin. n'est pas sûr, François, ce n'est pas sûr. J'ai noté la moyenne. Je suis à côté, je vais surveiller. La moyenne, voilà. Donc, pour dire que qui va aller loin ménage sa monture. Quand je parle de malgouvernance, vous me tapez dessus. Non, je ne l'ai pas fait. Le Cameroun a englouti des milliers de milliards pour avoir une fibre optique au Cameroun. Nous sommes étonnés aujourd'hui que l'administration fiscale qui devrait en premier bénéficier de cela n'en profite pas. Il est inadmissible que quelqu'un, un contribuable qui veut payer son impôt, se balade avec de l'argent 2-3 semaines parce que la plateforme est saturée. Ça ne se comprend pas. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, la Direction générale des impôts ait transformé la sensibilisation en sanction. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, je marche quand même dans vos couloirs depuis, à une certaine époque, 10 jours avant le 15, tous les médias étaient arrosés de communiquer pour rappeler aux contribuables que vous avez l'obligation de déclarer avant le 15. Et nous avons vu les résultats. Il y avait tous les secteurs avaient emmagasiné plus d'argent que ce qui était demandé. Aujourd'hui, on attend que le 15 passe pour vous dire que vous venez payer 250 000 parce que vous n'avez pas déclaré. Je pense que la sanction ne doit venir que quand on a été suffisamment sensibilisé. Et tant que nous allons utiliser cette méthode où chaque fois, c'est l'État qui a le pouvoir. Oui, l'État c'est qui? L'État c'est tous les citoyens. Ce n'est pas ceux qui ont des postes administratifs. Ce sont même des enfants qui viennent de naître. Ce sont eux qui constituent l'État. Certains ont pensé que communiquer, c'est sur le support médias d'État où nous tous nous mettons de l'argent. Mais on oublie que les médias capitaux privés payent également l'impôt. Alors, la DGI vous entend. Oui, elle va régler ce problème-là. Quand vous m'avez invité, je pensais l'avoir lui-même en face pour le lui dire. Mais il est là. Bon, mais voilà, je pense qu'il va le transmettre. Oui. Vous ne pouvez pas transformer la sensibilisation directement en sanction. Commencez par là. Plus 3 minutes. Voilà, nous commençons à penser qu'il y a des choses à gagner dans le secteur informel. Mais comment le faire? Est-ce qu'il faut venir avec le marteau pour tuer la mouche? Ou bien dire à la mouche, non, comme tu avais l'orange, là je mets un peu de miel, vous commencez à flatter la mouche pour qu'elle comprenne que ce qu'on est en train de faire va lui profiter et va profiter à l'ensemble de la nation. Je pense que c'est le travail qu'il y a à faire. Question pratique, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui sont dites parce qu'on ne sait pas exactement. Moi, je pose la question pour tout le monde. Ces revenus, quels sont les revenus que je dois déclarer, moi, citoyen? Et qui doit même le faire? Parce qu'on on parle du secteur informel. Madame la Présidente parlait des gens qui savent lire et ceux qui ne savent pas lire. Oui. Qui doit faire ce travail-là? Non, c'est une excellente question à laquelle je réponds tout de suite. Mais après avoir peut-être réagi sur le propos de mes prédécesseurs, pour dire effectivement que je retiens de ce qu'ils disent deux termes très importants, c'est la sensibilisation préalable. On est tout à fait d'accord, il faut la renforcer. Et c'est la redevabilité. Je pense que là aussi, on est tous des citoyens, on a tous besoin de cette redevabilité, d'un État plus efficace et qui utilise l'argent public avec beaucoup plus de sagesse, comme on dit, un bon père de famille. Et d'ailleurs, je dois signaler à cet effet-là que le président de la République a marqué son accord pour que soit organisée sous la présidence du Premier ministre une journée de la citoyenneté, de la transparence et de la redevabilité. Et il faut qu'effectivement, il y ait des espaces où les pouvoirs publics, en liaison avec les partenaires, évaluent à peu près ce lien-là, parce qu'on sait tous que l'impôt est le ciment du contrat social. Et il faut donc que le citoyen ait la garantie que quand il paye, tout ceci s'inscrit dans une logique vertueuse pour que l'État soit plus à même de fournir les biens publics. Donc je pense que c'est tout à fait entendu par rapport à ce qui a été dit. Maintenant, qui doit payer? Effectivement, nos plateformes ont parfois été saturées
par des personnes qui n'étaient pas forcément concernées dans la réalité. La réforme porte sur ceux qui ont perçu un revenu. Ça veut dire que pendant l'année, vous avez eu un revenu, que ce revenu a été taxé par le mécanisme de la retenue à la source ou non. Vous avez donc, en fin d'année, l'obligation de faire une déclaration, de récapituler ces revenus. Et s'il y a déjà eu des impôts qui ont été prélevés ou payés, vous les déclarez. Et puis, en fin de formulaire, vous verrez s'il y a un complément à payer. Ceci, en plus du fait que la même déclaration porte la taxe foncière sur le patrimoine foncier qu'on peut avoir, qu'il s'agit aussi là de présenter et de soumettre en paiement. Donc, ces éléments-là font que pour l'administration fiscale, la campagne concerne ceux qui ont eu un revenu. Il peut s'agir de majeurs dans la plupart des cas, mais il peut aussi s'agir de mineurs qui ont des revenus pour différentes raisons, les questions d'héritage, les questions de non présentés ou de patrimoine, on va dire, obtenu précocement. Dans ces cas-là, c'est un adulte, on va dire, dans notre contexte, c'est un majeur qui doit faire la déclaration pour ces personnes-là. On doit aussi rappeler que ceux de nos compatriotes qui sont à l'étranger, mais qui ont ici, sur notre périmètre, des biens qui génèrent un revenu, ou même simplement en termes de propriété. Ceux-là aussi sont invités, dans le cadre du principe de l'impôt mondial, à faire la déclaration en ligne. Et de ce point de vue, on a quand même pu capter un intérêt particulier de nos compatriotes qui sont non-résidents, qui sont donc à l'étranger, qui ont beaucoup participé aussi à cette campagne, ce qui, de ce point de vue-là, est également très, 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 très rassurant. Donc voilà, maintenant, est-ce que ceux qui sont des adultes, n'ont pas de revenus, doivent déclarer? Eh bien, pour nous, non. Pour le moment, ce n'est pas ce que la loi dit. Ceux qui n'ont pas de revenus, on a eu beaucoup d'étudiants à qui on a dû dire qu'ils ne sont pas concernés par l'opération. Ils sont un peu pressés. Voilà. Oui, le moment viendra pour qu'ils fassent la déclaration quand ils auront pu eux-mêmes générer des revenus. Donc, je pense que cela doit être entendu et on va, de cela va sans dire, multiplier des campagnes pour que le message passe véritablement et que la cible soit effectivement renseignée. Voilà. Et maintenant, sur les questions de connectivité, je pense qu'effectivement, c'est un défi pour le pays tout entier de se dire qu'il faut travailler pour avoir plus d'électricité, plus de connectivité, plus d'infrastructures pour que ce type d'opération se déroule sans heurts. Je pense que c'est un défi. On a tous pu avoir l'expérience de ce qui s'est déroulé cette année et l'engagement qui est pris, c'est que les prochaines campagnes se feront avec un standard d'infrastructure qui sera meilleur. Alors, s'il vous plaît, je voulais vous poser. Il y a quelqu'un qui m'a dit que si vous avez votre parent, par exemple, à qui vous envoyez 100 000 tous les mois, il devrait déclarer. Est-ce que c'est vrai? Là, nous sommes dans le cadre de la subsistance. C'est une pension alimentaire qui est donnée. Ce n'est pas un revenu proprement dit. Donc, de ce point de vue, fiscalement, ceux qui vivent de la subsistance et de l'assistance ne sont pas concernés. Merci. Alors, je voudrais qu'on lève également un soupçon sur quelque chose que j'ai entendu. Madame la Présidente, vous allez me dire, ainsi que Monsieur le Directeur, il y en a qui pensent que la déclaration annuelle de l'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est la même chose que la déclaration du patrimoine prévue par l'article 66 de la Constitution. Et c'est pour cela que d'aucuns vous évitent, vous, la fiscalité. Et se trompe, Madame la Présidente. Il se trompe largement parce que ce qui est dit dans l'article 66 de la Constitution, en fait, c'est une déclaration de biens qui est faite à l'entame donc du démarrage d'une fonction publique et à la fin donc de cette fonction publique par les personnes publiques que sont le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, le Sénat, enfin toutes les personnes investies d'un mandat électif, des DG, des entreprises publiques parapubliques. Et toutes les personnes en fait qui sont listées dans cet article-là. Et c'est juste une déclaration donc de leur patrimoine au moment où ils prennent leur fonction, qui n'a rien à voir avec la déclaration de leurs revenus. Et je précise qu'il y a une unité particulière qui a été mise en place pour les hautes personnalités qui enregistrent leur déclaration cette fois-ci de revenus.
Donc, il ne faut pas confondre. Peut-être parce que des gens ont vu passer le texte qui mettait en place cette unité particulière et comme par hasard, la liste des personnes qui étaient citées était à peu près celle qu'on voyait dans l'article 70, qu'il y a eu cette confusion. Mais en fait, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir l'un de l'autre. Okay. Oui, je pense qu'il est tout à fait heureux que quelqu'un d'autre que le représentant de l'administration explique bien cela. Je pense que ça peut s'entendre plus facilement. Effectivement, il faut bien séparer les deux. Nous traitons ici de l'impôt. Voilà. Maintenant, effectivement, il y a un certain nombre de patrimoines qui peuvent donner l'impôt, notamment le patrimoine foncier qui doit être déclaré et payé. Donc, mais pour rassurer peut-être les uns et les autres, il faut dire que l'information sur les patrimoines des uns et des autres est bien entendu connue de l'administration fiscale. C'est-à-dire que quand vous achetez un terrain, vous passez bien par un circuit d'immatriculation ou bien d'établissement des titres fonciers qui passe par le paiement d'un impôt dont on a des registres, c'est ça les lois d'enregistrement. On a des registres qui ont les biens des uns et des autres. Donc de ce point de vue, on n'est pas en train d'engager une opération qui fera doublon, non. Il s'agit simplement de dire ici qu'il y a un impôt à payer après qu'on ait réalisé des activités et obtenu un revenu, il faut les déclarer et les payer. S'il y a déjà eu retenu, vous mentionnez les retenues. Sinon, vous payez ce montant-là, l'impôt qui est attaché à ce revenu-là, et puis tout va bien. Vraiment. Est-ce que l'effet est rétroactif? Non, le premier exercice, c'est 2023. C'est les revenus 2023 dont il s'agit, pas des revenus 2024. Les revenus 2024 feront l'objet de déclarations en 2025. Tout à fait. Donc, il faut bien que l'information soit donnée, parce que certains appelaient aussi pour dire que, bon, ils viennent d'être recrutés, ils ont 2 mois de salaire. Est-ce qu'il faut déclarer? Non, c'est vraiment des revenus antérieurs d'un exercice clos qui fait l'objet de déclaration de l'exercice suivant. Alors, François, je vais rebondir là-dessus. Oui, madame la présidente. En fait, c'est plus une question. Tout à fait. Que c'est dans la loi de finances, le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, il y a une disposition qui parle du programme de régulation volontaire. Donc, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu, parce que quand on lit ce programme-là, on repart sur les revenus des 4 derniers exercices. Est-ce que quelque part, ça ne va pas créer une confusion? Très bien, c'est une très très bonne information qu'il faut donner effectivement à nos concitoyens, de dire que nous participons à un mouvement, et ça aussi on ne l'a peut-être pas souligné tout à l'heure, nous participons à un mouvement qui est international, qui porte sur la transparence et la lutte contre le blanchiment, justement. Et nous allons, dès le début de l'année 2025, recevoir les informations sur tous les revenus, les revenus gagnés par les contribuables camerounais ou les Camerounais à l'étranger. Donc, on aura vraiment, un peu comme, vous vous souvenez, les campagnes menées par un certain nombre de journalistes à l'international sur les paradis fiscaux et tout. Donc, la plupart des pays se sont engagés, y compris la plupart des paradis fiscaux, à transmettre l'information sur les bénéficiaires effectifs de revenus dont ils ont connaissance. Et chacune des juridictions, ça veut dire les administrations fiscales de chaque pays, aura l'information sur ce que ces redevables ont obtenu comme revenu dans l'ensemble des autres pays du monde. Et donc, le programme de déclaration volontaire signifie simplement que, avant peut-être que ne déferle cette information qui vient de l'étranger, on encourage ceux qui ont bénéficié de ce type de revenus-là à se rapprocher de nos services pour avoir eux-mêmes à déclarer avant que ça n'apparaisse comme une information, un renseignement, qu'ils doivent eux-mêmes venir donner l'information. Et sur la période antérieure, on va donc trouver un terme tel qu'ils ne seront pas pénalisés. Je pense que l'obligation de déclaration pour ce qui est de l'IRPP, c'est 2023 et on ne remontera pas aux années antérieures. Voilà. Alors, oui. Si vous permettez, j'ai quand même une question. Donc, en cas de perte de revenus, en cas de perte de la source de revenus, par exemple, perte d'emploi, en 2023, puisque nous sommes sur cette situation précise-là, il déclare quoi, le contribuable? Bon, en 2024. Ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez eu un revenu en 2023 et que vous l'avez déclaré, vous êtes désormais dans notre base de données. Oui. Si l'année d'après, vous n'avez pas de revenu, étant entendu que vous êtes déjà dans notre base de données, vous devez faire une déclaration. Cette fois-ci, vous mettez néant comme revenu. Si vous avez un patrimoine pour lequel vous aviez payé l'exercice d'avant, vous le réinscrivez et vous payez
au cours de cet exercice. Donc, il faut bien marquer la césure. Dès que vous êtes déjà connu de nous, vous êtes attendu avec la régularité des déclarations qui est celle des contribuables, donc mensuelle quand il s'agit de déclaration mensuelle, annuelle quand il s'agit de déclaration annuelle. S'il y a néant en termes de revenus, vous mentionnez néant. Voilà. Vous avez parlé des Camerounais de l'étranger. Nous avons profité du séjour à Washington pour approcher l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, justement sur la question de la mobilisation de la diaspora camerounaise face aux enjeux du développement. Vous savez que cette diaspora est très souvent divisée sur des questions d'opinion, de militantisme, etc. Sur l'unité de la diaspora camerounaise aux États-Unis, nous allons écouter son Excellence Henri Etuny. Rien ne remplace les rencontres directes entre l'ambassadeur et les communautés. Parce que c'est là que se crée le dialogue, c'est là que s'instaure la confiance et c'est là que le discours sur la nécessité que la diaspora pense à investir chez nous. C'est à ce moment-là que ce genre de discours est possible. Dans mes activités de tous les jours, je reçois les membres de la diaspora qui sont porteurs d'initiatives de toutes sortes. Elles peuvent être sectorielles ou globales. Et nous les mettons en contact avec le pays. Il y a ici, aux États-Unis, nous avons une très grande communauté. Je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de la promotion de la nécessité que par le biais du tourisme, les Camerounais peuvent faire redécoller le tourisme au Cameroun. Nous avons beaucoup de monde et la demande est grande. La mobilisation des compatriotes pour contribuer au Cameroun doit reposer sur les moyens qui permettent à l'ambassadeur de se déplacer. Parce que voilà le genre de conversation qu'on peut avoir avec les compatriotes. Il dit, vous voulez contribuer au Cameroun? Prenez 15 jours de vos vacances, allez au Cameroun. Donc, le tourisme, comme les autres aspects de la vie économique, le domaine de la technologie, la science, sans parler de tout le reste, le chantier est énorme. Il est énorme. Nous en avons conscience. François avait peur des sanctions et il disait très bien qu'il ne faut pas commencer par sanctionner, il faut sensibiliser les contribuables. Maintenant, s'ils se trompent, ils peuvent se tromper de bonne foi. Mais si d'aventure ils ne veulent pas payer, à ce moment, il faut les sanctionner. Que se passe-t-il si je ne déclare pas l'IRPP? On a dit qu'on ne va pas me délivrer la CF, l'administration, peut-être qu'on ne doit pas aborder la question de la sorte. Nous sommes dans un processus où on réhabitue les redevables à la déclaration, l'obligation de déclaration annuelle. Donc il ne faut pas oublier les sanctions. Non, je veux dire qu'il ne faut pas fonctionner avec les sanctions à l'esprit. Je pense que si certains n'ont travaillé que par rapport aux sanctions, je pense qu'il y a erreur quelque part. Le principe, c'est que ce lien social là dont nous parlons, qui doit être bâti autour de l'impôt, on doit pouvoir réhabituer les uns et les autres à le parcourir. Je pense que c'est le plus important. Et notre mindset en tant qu'administration fiscale, c'est l'accompagnement, la facilitation, l'accompagnement. Et donc nous sommes nous-mêmes d'abord les plus malheureux quand certains essayent et que cela ne se passe pas bien. Et vous avez d'ailleurs vu que le législateur a prévu que quand des contribuables n'arrivent pas à déclarer du fait des plateformes de l'administration, il n'y a pas de sanction possible, il n'y a pas de pénalité qui soit attachée à cela. Donc, de ce point de vue, nous sommes dans un
processus d'accompagnement. On sait que ça prendra quelques années pour que tout l'ensemble de ceux qui sont le cœur de cible de la réforme y arrive. Maintenant, on doit quand même rappeler qu'il y a certains qui ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, parce que le volume de revenus auxquels ils ont accédé était tel qu'ils savaient qu'il fallait passer par là. Et comme toutes les administrations, nous travaillons sur la base des risques, en commençant donc par les risques les plus élevés, avant de redescendre aux risques les plus faibles. Donc, pour l'obligation de déclaration, on va quand même s'intéresser à ceux qui ont des revenus les plus importants. S'ils ne les ont pas déclarés, on aura peut-être des échanges, mais nous sommes davantage dans une logique de partenariat, d'accompagnement et d'appui aux contribuables. Donc, la question de sanction ne doit pas, de notre point de vue, être brandie en premier. Maintenant, oui, dans notre écosystème, il y a un certain nombre de documents dont il faut disposer pour monter patte blanche. Ces documents-là, les uns et les autres doivent faire néanmoins l'effort de les avoir. Et donc, effectivement, si vous étiez attendu à une déclaration annuelle et que vous ne l'avez pas souscrite, peut-être qu'il va falloir vous rapprocher, si vous voulez votre attestation, de nos services pour qu'on vous accompagne peut-être de façon particulière à faire la déclaration, si vous avez eu des difficultés. Mais cette fois-là, comme on l'a dit, la loi prévoit que cela se fasse sans rappel d'impôt, de pénalité, parce que c'est le système qui peut-être, dans le champ de disponibilité qui était le vôtre, n'a pas permis de le faire. Donc, on est dans cette souplesse-là. Il ne faudrait pas que les uns et les autres travaillent davantage sur la base de l'épée de Damoclès. On doit pouvoir payer l'impôt dans des conditions où on est tout à fait en confiance. Voilà. Oui, je voudrais rebondir là-dessus parce que je suis très heureuse d'entendre cette bonne nouvelle parce que là, on assiste finalement à un miracle. On a un miracle parce qu'on a une administration fiscale pour une fois qui ne va pas punir. C'est-à-dire, si je comprends bien, il y a un blanc-seing qui est donné à tout le monde pourvu qu'on déclare. Maintenant, dans les sanctions, il y a la sanction pour défaut de déclaration, il y a la sanction pour déclaration insuffisante et la sanction pour fausse déclaration. Alors, est-ce qu'on veut dire que dans tous les cas de figure, il n'y a pas de sanction du tout? C'est-à-dire que, est-ce que moi, en tant que conseil fiscal, je dois considérer que je n'aurai pas du tout à accompagner un quelconque contribuable qui aura mal déclaré? C'est-à-dire qu'à un moment donné, un contribuable qui va recevoir un courrier qui lui dira que après examen de la déclaration que vous avez souscrite, on découvre qu'en réalité, vous aviez 5 villas, mais en réalité, vous n'en avez déclaré que 2. Donc, ça veut donc dire que les 3 que nous, par nos enquêtes, on a découvert devraient être complètement remises dans votre assiette avec un paiement donc, des droits y afférents. Est-ce que ça veut donc dire qu'on ne va pas assister dans quelques mois à des correspondances qui viendront de l'administration fiscale adressées à ces personnes qui, de bonne foi et sans crainte, ont donc déclaré donc, de manière insouciante leurs revenus. C'est-à-dire que est-ce qu'on est certain qu'elles ne vont pas se voir redresser bientôt parce que justement on va remettre en cause la quotité qu'elles ont déclarée. C'est-à-dire que j'entends bien que l'idée c'est d'accompagner aujourd'hui les entreprises et les particuliers, surtout les particuliers parce que c'est eux qui sont concernés, à le faire davantage et à surtout d'abord déclarer. Mais maintenant, ceux qui l'ont fait, est-ce que derrière ça, il n'y a pas des contrôles qui vont arriver? En tant que conseil fiscal, bon, évidemment, ça nous arrangera, on aura du boulot. Mais en tant que citoyenne, j'ai un tout petit peu mal parce que il y a des gens qui ne savent peut-être pas comment déterminer très très bien leur impôt sur le revenu, leur taxe foncière, qui pourront peut-être se réveiller un matin avec de très mauvaises nouvelles. Donc, est-ce qu'on a l'assurance, justement, qu'on ne va pas bientôt recevoir des mises en demeure et surtout des remises en cause du montant qui a été payé? Oui, peut-être on doit le dire sans embâche. Le principe, c'est d'y arriver progressivement. Il n'est pas question de perturber la vie sociale avec des notifications à n'en plus finir parce qu'on est au lendemain des déclarations. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de continuer à considérer que nous sommes dans un processus d'éducation et d'accompagnement. Donc, on aura peut-être des informations par ailleurs sur la réalité
des transactions ou des patrimoines des uns et des autres qu'on pourra comparer avec ce qui a été fait. Mais même là, on restera dans une logique de montée en puissance progressive où on fera prévaloir davantage les questions de dialogue et de régularisation. Okay. Voilà. Je pense que c'est ça la démarche. La loi des finances, je ne comprends pas comment vous allez le faire. La loi de finances 2024 avait prévu une pression fiscale de 13,5. En 2025, vous êtes monté à 14. Ça veut dire que votre discours et la réalité sur le terrain risquent d'être en conflit. Non, ça fait... François, on reste sur l'IRPP. Non, si vous commencez à juger la loi de finances... Peut-être que c'est un concept qu'il faut mieux expliquer. Le taux de pression fiscale, c'est en fait un agrégat macroéconomique qui se calcule de façon tout à fait simple. C'est le montant des impôts et taxes, droits de douane et recettes des services de l'État, tels qu'ils ont été perçus au cours d'une année, que l'on met au numérateur, avec comme dénominateur la richesse nationale que nous appelons donc le produit intérieur brut. C'est cette, on va dire quoi, grandeur-là qui est mesurée. Et ce que les bailleurs de fonds et l'ensemble des études, je pense que le DP a évoqué ici la question de taux de pression en matière d'IRPP. On fait des études, on se compare aux autres, on essaie de voir à quel niveau nous sommes rendus. Et donc, le principe est que dans la zone CEMAC, le taux de pression fiscale moyen, c'est 17%. Le Cameroun est donc, comme vous l'avez dit, à 13,5%. Il est question de monter à 14%, mais c'est dans le sens de mobiliser plus, nous, la douane et le budget, la direction générale du budget qui s'occupe des recettes non fiscales. Et donc, on doit mobiliser plus. Ce n'est pas qu'il s'agit de mettre la pression sur les citoyens, non, c'est qu'on doit développer des méthodes, des mécanismes d'accompagnement qui fassent en sorte que l'assiette s'élargisse et que les impôts soient payés. Mais il faut également que derrière la croissance, que la recherche d'une mobilisation plus importante ne casse pas le moteur de la croissance parce que la croissance aide aussi à mobiliser davantage. Donc, de ce point de vue, l'administration a fait beaucoup d'efforts. Nous sommes passés de à peu près 10% il y a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 14% envisagés en 2024. 25, c'est une évolution qui est satisfaisante. On l'a dit au début. On doit continuer dans ce sens. Et je pense que l'IRPP, si les Camerounais en comprennent bien le sens et si chacun fait l'effort d'améliorer le niveau de déclaration pour le rapprocher le plus possible de la réalité, on aura des rendements qui vont nous porter rapidement vers les 14-15%. Alors, François, je vous concède le fait que vous ayez choisi l'espace de scène de presse pour faire votre collecte sur l'IRPP, mais comme le directeur général des impôts est là, je vous conseille de repartir vers l'administration des impôts pour avoir toutes les informations. De toutes les façons, c'est un sujet qui intéresse la presse parce que ça nous concerne tous comme contribuables. Nous parlions de la richesse dans la sous-région de la CEMAC tout à l'heure. Il faut commencer par là. Merci beaucoup, Serge, d'être venu. Merci à François également. Je dis merci à Madame Kemounié qui est partie de Douala pour participer à cette édition. Merci pour votre contribution. Merci à vous. Enfin, je dis merci à Monsieur Toké, directeur des études et des réformes à la Direction générale des impôts, pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce programme. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments et bonne suite de programme sur la CRTV. Okay. Merci. Merci. Merci.